Je venais de rouler pendant 6 heures d'affilée sous la pluie et dans les embouteillages lorsque je me suis garé dans l'allée de la maison que je partageais avec mon mari, Julien Laurent. J'avais mal aux épaules et mes mains étaient encore engourdies d'avoir serré le volant. Tout ce que je voulais, c'était rentrer à l'intérieur et me sentir en sécurité un instant. Peut-être que Julien serait réveillé. Peut-être qu'il me demanderait comment s'était passé mon voyage. Ce petit espoir était ce qui me tenait debout alors que je sortais de la voiture. Mais la maison était plongée dans l'obscurité. Toutes les lumières étaient éteintes. Pas d'éclairage sous le porche, aucune lueur aux fenêtres. L'endroit semblait vide, comme s'il avait été abandonné. Ce fut la première chose étrange. J'ai déverrouillé la porte et je suis entré. L'air sentait le renfermer, comme si personne n'était venu de toute la journée. Les roulettes de ma valise résonnaient bruyamment sur le parquet alors que je la traînais à l'intérieur. Julien laissait toujours la télévision allumée. Sa mère, Sylvie, laissait toujours une lampe briller dans le salon. Mais maintenant, il n'y avait que le silence. J'ai appelé leur nom. Julien. Sylvie. Personne n'a répondu. Une lente sensation d'oppression a commencé à se former dans ma poitrine. Quelque chose n'allait pas. Je m'appelle Camille Laurent. J'ai 35 ans et je travaille dans la finance d'entreprise. C'était moi qui payais la majorité des factures dans cette maison. C'était moi qui faisais tout tourner. Et pourtant, à cet instant, debout dans le salon plongé dans le noir, je me sentais comme une étrangère dans ma propre vie. Je me suis dirigé vers la cuisine, espérant y trouver au moins un signe de leur présence. C'est alors que j'ai remarqué la feuille de papier blanche posée sur la table, maintenue par une salière. Mon cœur s'est mis à battre plus fort lorsque j'ai tendu la main pour l'attraper. Je n'avais aucune idée que ce petit bout de papier s'apprêtait à détruire tout ce que je croyais savoir sur mon mariage et ma famille. J'ai pris la feuille et j'ai immédiatement reconnu l'écriture brouillonne de mon mari, Julien. À côté, il y avait l'écriture pointue et soignée de sa mère, Sylvie. Ils l'avaient tous deux signé, comme si ce qu'ils disaient était parfaitement normal. Le message était court, mais glacial. Ils disaient qu'ils avaient besoin de vacances pour se changer les idées. Ils précisaient qu'ils étaient partis ensemble et qu'ils ne répondraient pas à leur téléphone. Et tout en bas, presque comme une réflexion après coup, il était écrit que je devais m'occuper de la vieille femme dans la chambre du fond. Cette vieille femme était la grand-mère de Julien, Madeleine Boucher. Mes doigts se sont mis à trembler alors que je relisais ces mots. Il ne demandait pas comment elle allait. Il n'avait laissé aucune instruction pour sa nourriture ou ses médicaments. Il s'en était simplement allé et l'avait laissé derrière eux comme un vieux meuble cassé. J'ai senti une douleur aiguë me tordre la poitrine. Un mélange de peur et de colère est monté en moi si vite que j'en ai eu des vertiges. Madeleine avait subi un AVC 3 ans auparavant. Elle pouvait à peine marcher. La plupart du temps, elle parlait à peine. Elle dépendait des autres pour tout. Et maintenant, elle avait été laissée seule. J'ai regardé l'heure sur mon téléphone. Il était presque minuit. Cela signifiait que Julien et Sylvie étaient partis depuis près de 2 jours entiers. 2 jours sans eau. 2 jours sans nourriture. 2 jours sans aide. J'ai lâché ma valise et j'ai couru dans le couloir vers la chambre du fond. Mes jambes semblaient lourdes, mais mon cœur battait à tout rompre. J'étais terrifié par ce que je pourrais trouver. Au moment où j'ai posé la main sur la poignée, une pensée terrible se répétait dans mon esprit. Et si j'arrivais déjà trop tard ? J'ai poussé la porte et une odeur nauséabonde m'a frappé de plein fouet. La pièce était petite et sombre, sans aucune fenêtre ouverte ni air frais. Ça sentait la sueur, les vieux draps et quelque chose de bien pire. J'en ai eu l'estomac retourné. Au centre de la pièce se trouvait un lit étroit. Madeleine y était allongée. Elle ne ressemblait en rien à la femme dont je me souvenais. Sa peau était sèche et pâle. Ses lèvres étaient gercées. Sa poitrine se soulevait au rythme de respiration faible et saccadée. L'espace d'un instant, j'ai cru qu'elle était déjà partie. Je me suis précipité à ses côtés et j'ai touché sa main. Elle était froide. Trop froide. Mon Dieu, ai-je murmuré. J'ai couru dans la cuisine, rempli un verre d'eau tiède et attrapé une cuillère. Je suis revenu, j'ai doucement soulevé sa tête et j'ai fait glisser de petites quantités d'eau entre ses lèvres. Au début, elle n'a pas réagi. Puis, elle a toussé faiblement et a dégluti. J'ai continué à lui donner de l'eau lentement,
par peur de lui faire du mal. Les larmes coulaient sur mon visage alors que je la regardais boire comme quelqu'un qui venait de traverser un désert. Après cela, j'ai apporté une serviette de toilette et j'ai nettoyé son visage et ses mains. Je l'ai changé avec les vêtements les plus propres que j'ai pu trouver. Chaque mouvement que je faisais me semblait urgent et douloureux. Je n'arrêtais pas de penser à la même chose, encore et encore. Comment Julien avait-il pu faire ça? Comment Sylvie avait-elle pu faire ça? C'était sa propre famille. Pendant que je m'affairais, la culpabilité m'écrasait le cœur. J'étais parti en voyage d'affaires pour gagner de l'argent pour cette maison. L'argent qui finançait le train de vie de Julien. L'argent qui était censé aider à prendre soin de Madeleine. Et pendant mon absence, il l'avait laissée pour morte. Je me suis levé, prêt à appeler les secours. Elle avait besoin d'un hôpital. Elle avait besoin de médecins. Elle avait besoin de quelqu'un pour la sauver. C'est à ce moment-là que sa main a soudainement agrippé mon poignet. Je me suis figé lorsque j'ai senti sa prise se resserrer autour de mon bras. Ce n'était pas faible. C'était ferme et assuré. J'ai baissé les yeux et j'ai vu que Madeleine avait les yeux ouverts. Ce n'étaient pas les yeux vides et vagues que j'avais l'habitude de voir. Ils étaient vifs, alertes, et m'observaient attentivement. « Ne m'emmène pas à l'hôpital » a-t-elle dit d'une voix basse et claire. J'ai senti mon cœur faire un bond dans ma gorge. L'espace d'une seconde, je me suis demandé si je n'avais pas des hallucinations dues à l'épuisement. Madeleine n'avait pas prononcé une phrase complète depuis des années. Elle a tiré mon poignet vers elle. « Aide-moi » a-t-elle dit. « Aide-moi à les faire payer. Ils n'ont aucune idée de qui je suis vraiment. » Sa voix était calme, mais chargée d'une froideur puissante. Je l'ai dévisagée, incapable de bouger. Ce n'était pas la femme frêle que tout le monde croyait voir s'éteindre à petit feu. C'était quelqu'un de parfaitement lucide. Elle m'a dit de verrouiller la porte et de fermer les rideaux. Je l'ai fait sans réfléchir, les mains tremblantes. Puis, elle a pointé du doigt le coin de la pièce, vers la vieille commode qui contenait ses vêtements. « Déplace-la » a-t-elle ordonné. J'ai hésité, mais le regard dans ses yeux m'a poussé à obéir. J'ai poussé le meuble et j'ai vu une petite section du plancher qui semblait différente du reste. « Soulève cette latte » a-t-elle ajouté. Je me suis penché et j'ai utilisé ma clé de maison pour faire levier. Ce que j'ai trouvé en dessous allait tout changer. Sous la latte mal fixée se trouvait une étroite cachette. À l'intérieur, il y avait une petite boîte en bois, ancienne mais soigneusement polie. Elle semblait complètement décalée dans cette petite chambre sale. Madeleine m'a dit de la lui apporter. Mes mains tremblaient lorsque j'ai soulevé la boîte pour la poser sur ses genoux. Elle l'a ouverte avec des doigts lents mais assurés. À l'intérieur se trouvaient plusieurs petits flacons remplis d'un liquide sombre et quelques pilules à l'aspect étrange. Sans hésiter, elle a pris un flacon et en a bu le contenu. Elle n'a même pas utilisé d'eau. J'ai essayé de l'en empêcher, mais elle a levé la main. « Attends un instant » a-t-elle dit. Pendant quelques secondes, rien ne s'est passé. Puis, sa respiration a commencé à changer. Elle est devenue plus profonde, plus forte. Des couleurs sont lentement revenues sur son visage. Je l'ai regardée, incrédule, se redresser toute seule sur le lit. Son dos s'est redressé. Ses épaules se sont relevées. La femme faible et brisée était en train de disparaître sous mes yeux. J'ai reculé, abasourdi. Elle m'a regardé et m'a fait un léger sourire. « Merci » a-t-elle dit. « Maintenant, tu vas voir la vérité. » Elle s'est levée et s'est dirigée vers le mur. Derrière un vieux calendrier se trouvait un petit interrupteur caché. Lorsqu'elle a appuyé dessus, un léger bruit mécanique a rempli la pièce. Une partie du mur a glissé lentement pour s'ouvrir. Derrière, il y avait un espace vivement éclairé, rempli d'écrans, de câbles et de panneaux de contrôle. On aurait dit un décor de cinéma. « C'est d'ici que j'observe tout » a-t-elle déclaré. J'ai senti mes jambes flancher en la suivant à l'intérieur. J'allais découvrir ce qui se passait réellement dans ma propre maison quand je n'y étais pas. La pièce derrière le mur était froide et lumineuse. Plusieurs écrans couvraient le mur du fond, chacun montrant une partie différente de la maison. Le salon, la cuisine, le couloir, et même le jardin devant la maison. Madeleine s'est assise sur une chaise face au moniteur comme quelqu'un qui avait l'habitude de le faire.
Elle a cliqué sur un bouton et l'un des écrans a affiché un enregistrement de la matinée même. J'ai vu Sylvie assise sur le canapé, mangeant des chips en regardant la télévision. Dans le coin de l'écran, Madeleine était dans son fauteuil roulant, silencieuse et immobile. Puis, Sylvie s'est levée. Son visage était plein d'irritation. Elle s'est approchée de Madeleine et a donné un violent coup de pied dans le fauteuil roulant. J'ai eu le souffle coupé en voyant le corps de Madeleine sursauter sous l'impact. Sylvie s'est penchée et lui a hurlé dessus. Le micro a capté chaque mot. Elle l'a traité de fardeau inutile. Elle l'a maudite pour le gaspillage d'argent. Puis elle a craché sur l'assiette de nourriture et l'a forcée vers sa bouche. J'ai couvert mon visage de mes mains tremblantes. Madeleine n'a pas arrêté la vidéo. Elle en a lancé une autre. Cette fois, c'était Julien dans le salon avec une femme que j'ai reconnue comme étant sa soi-disant cousine, Chloé. Ils étaient assis très près l'un de l'autre. Trop près. Julien a ri et a passé son bras autour d'elle. Il lui a dit qu'une fois la vieille femme morte, tout lui appartiendrait. Il a dit que je n'étais rien de plus qu'un salaire. Il a dit qu'il me jetterait dehors et épouserait Chloé. Puis Chloé a posé une question sur les médicaments qu'il donnait à Madeleine. Julien a souri et a répondu que ça l'affaiblirait lentement jusqu'à ce qu'elle s'éteigne. J'ai eu l'impression que mon cœur se faisait broyer. Tout l'argent que j'avais donné à Julien pour les soins et les médicaments. Toutes les heures supplémentaires que j'avais faites. Tout cela n'était qu'un mensonge. Madeleine m'a regardé en silence alors que je me tenais là, en larmes. Maintenant tu comprends, a-t-elle dit. Ils ne sont pas juste négligents. Ce sont des assassins. Quelque chose s'est endurci en moi. J'en avais fini d'être aveugle. J'en avais fini d'être utilisé. Et j'étais prête à me battre. Madeleine a éteint les écrans et m'a regardé avec un regard calme et fixe. Ce que tu viens de voir n'est qu'une partie de la vérité, a-t-elle expliqué. Elle m'a raconté que sa faiblesse et sa confusion n'étaient qu'une comédie. Pendant des années, elle avait fait semblant d'être malade et démunie. Elle voulait voir qui prendrait soin d'elle et qui attendrait sa mort. Julien et Sylvie avaient échoué à ce test de la pire manière possible. Puis, elle m'a révélé qui elle était vraiment. Madeleine Boucher n'était pas une pauvre vieille veuve vivant d'une petite retraite. Elle était la fondatrice et la présidente d'un puissant groupe financier qui contrôlait des banques, des agences immobilières et des sociétés d'investissement à travers toute la France. Tout ce que Julien pensait posséder n'était là que parce qu'elle le permettait. La maison, son travail, l'argent, même la voiture qu'il conduisait. Tout cela lui appartenait. J'avais du mal à respirer en l'écoutant. La grand-mère fragile que j'avais lavée et nourrie était en réalité l'une des femmes les plus puissantes de la ville. Elle a pris ma main. Tu es la seule à m'avoir traité comme un être humain, m'a-t-elle dit. C'est pour cela que je te fais confiance. Sa voix s'est adoucie pour la première fois. Je veux que tu m'aides à en finir avec ça, a-t-elle ajouté. Ils ont essayé de me tuer. Ils ont essayé de t'utiliser. Il est maintenant temps qu'ils fassent face à la vérité. J'ai essuyé mes larmes et j'ai hoché la tête. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais plus faible. Je me sentais forte. En moins d'une heure, Madeleine a passé un seul coup de téléphone, ni à Julien, ni à Sylvie, mais à quelqu'un qui lui a répondu avec respect. À l'aube, un homme du nom de maître Grégoire Fabre est arrivé à la maison. Il portait un élégant costume sombre et tenait une mallette en cuir. Il s'est présenté comme l'avocat personnel de Madeleine. Au moment où il l'a vu debout et parfaitement alerte, il s'est légèrement incliné. « Nous avons beaucoup à faire, Madame la Présidente, a-t-il dit. À partir de cet instant, tout s'est enchaîné très vite. Grégoire a passé des appels, des équipes sont arrivées, des déménageurs ont commencé à retirer les meubles de Julien et Sylvie de la maison. Leurs vêtements, leurs babioles, tout ce qui n'appartenait pas à Madeleine a été emporté. De nouveaux meubles ont été livrés. Des murs immaculés, un éclairage vif. La maison a commencé à paraître complètement différente, comme si elle se réveillait après des années de sommeil. Madeleine était assise au centre de toute cette agitation, donnant de brèves instructions. Elle avait l'air puissante et sereine. Grégoire m'a expliqué que, légalement, la maison n'était pas au nom de Julien. Elle appartenait à une fondation contrôlée par Madeleine. Julien et Sylvie n'y avaient absolument aucun droit. Cela signifiait qu'ils n'avaient nulle part où rentrer. Mon téléphone a vibré.
Madeleine a hoché la tête dans sa direction. Il est temps de les inviter à revenir, a-t-elle dit. Les mains tremblantes, j'ai tapé un message à Julien. Je lui ai écrit que Madeleine ne respirait plus, que son corps était froid, que j'étais terrifié et que je ne savais pas quoi faire. Puis, j'ai cliqué sur envoyer. Nous avons attendu en silence, fixant le téléphone. Nous savions tous qu'il allait répondre. Et nous savions tous que sa réponse scellerait son destin. Cela n'a pas pris longtemps. Mon téléphone a vibré sur la table. Je l'ai pris et j'ai ouvert le message sous le regard de Grégoire et de Madeleine. Julien m'a écrit de ne pas paniquer. Il m'a dit de n'appeler personne, ni les voisins, ni la police, ni le SAMU. Enroule-la juste dans un drap et laisse-la dans la chambre du fond, a-t-il écrit. Je m'en occuperai plus tard. Je suis très occupé pour l'instant. Il n'y avait aucune tristesse dans ces mots, aucun choc, aucune inquiétude. Juste du désagrément. J'ai lu le message à haute voix. Le visage de Grégoire s'est crispé de dégoût. Madeleine a fermé les yeux un bref instant, puis les a rouverts, le regard froid et déterminé. C'est tout ce dont nous avions besoin, a-t-elle dit. J'ai répondu à Julien par un message très simple, d'accord, je m'occupe de tout ici. Puis j'ai posé le téléphone. Le piège était maintenant refermé. Ils croyaient avoir gagné. Ils n'avaient aucune idée qu'ils marchaient droit vers leur propre destruction. Cette nuit-là, la maison était à nouveau complètement plongée dans l'obscurité. Les nouveaux meubles, les parquets cirés, les rideaux élégants étaient tous dissimulés dans la pénombre. Seules quelques petites lampes brillaient doucement dans les coins. Madeleine était assise dans un grand fauteuil dans le salon. Elle n'avait plus rien à voir avec la vieille femme malade qu'ils avaient laissée derrière eux. Elle portait un tailleur simple mais élégant, ses cheveux argentés impeccablement coiffés. Grégoire se tenait à proximité, calme et silencieux. J'étais assise à côté d'elle, le cœur battant à tout rompre. Nous avons entendu le bruit d'une voiture se garant dans l'allée, puis des voix, Julien, Sylvie et Chloé. Ils riaient, se plaignaient de la longue route, parlaient de nourriture et de prendre une douche. La porte d'entrée s'est ouverte. Julien est entré le premier, traînant sa valise. Sylvie a suivi, puis Chloé. La pièce était toujours sombre. Camille a appelé Julien. « Pourquoi fait-il si noir ici ? Où es-tu ? » Je n'ai pas répondu. Il a trouvé l'interrupteur et a allumé la lumière. Le lustre en cristal a illuminé toute la pièce. Ils se sont figés. Leurs yeux ont balayé les parquets brillants, les nouveaux meubles, les grandes fenêtres, et se sont finalement posés au centre de la pièce. Madeleine était assise là, calmement, une tasse de thé à la main. Deux hommes imposants en costume noir se tenaient derrière elle. Sylvie a hurlé et a laissé tomber ses sacs. Chloé a reculé, sous le choc. Le visage de Julien est devenu livide. « Grand-mère » a-t-il murmuré. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Madeleine a lentement posé sa tasse. « Si j'étais vraiment morte, a-t-elle dit, tu serais déjà riche. Mais me voilà. » Julien s'est tourné vers moi, paniqué. « Camille, qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce qui se passe ? » Je me suis avancé. « Tu te tiens dans une maison qui ne t'appartient plus, ai-je répondu. Tu n'as jamais rien possédé ici. » Grégoire est sorti de l'ombre avec un dossier entre les mains. « Bonsoir, monsieur Laurent, a-t-il lancé. Permettez-moi de vous expliquer votre situation. » Leurs vacances venaient de se transformer en leur pire cauchemar. Grégoire a ouvert le dossier et a commencé à parler d'une voix professionnelle et posée. Il a expliqué que Madeleine Boucher était la propriétaire légale de la maison, du terrain et de l'entreprise où travaillait Julien. Julien n'avait obtenu son poste que grâce à sa bienveillance. Julien a essayé d'en rire, mais ses mains tremblaient. Ensuite, Grégoire lui a annoncé que ses comptes bancaires avaient déjà été gelés. Son entreprise avait mis fin à son contrat. Ses cartes de crédit étaient annulées. Julien a sorti son téléphone et a dévisagé l'écran, incrédule, alors que les notifications s'accumulaient l'une après l'autre, licencié, compte bloqué, accès refusé. Sylvie s'est mise à pleurer. Chloé s'est lentement éloignée de Julien. Madeleine les observait sans aucune émotion. « Vous m'avez laissée pour morte » a-t-elle déclaré. « Vous m'avez empoisonnée. Vous m'avez volée. Maintenant, vous allez en assumer les conséquences. » La porte sur le côté de la pièce s'est ouverte.
des policiers sont entrés. Julien est tombé à genoux. Sylvie a hurlé. Chloé a essayé de s'enfuir, mais un garde lui a barré la route. Les policiers leur ont lu leurs droits et ont passé les menottes à Julien et Sylvie. Chloé a été emmenée comme complice. J'ai regardé les personnes qui avaient ruiné ma vie être escortées dehors. Pour la première fois depuis des années, je me suis senti libre. Leur vie était terminée. Leur pouvoir avait disparu. Et la vérité les avait enfin rattrapés. 3 mois plus tard, le monde semblait très différent pour nous toutes. Julien et Sylvie ne vivaient plus dans cette maison confortable. Ils n'avaient plus d'argent, plus de voiture, et plus personne n'était prêt à les aider. Leurs visages sont apparus aux informations locales comme suspects dans une affaire d'abus de faiblesse sur personnes vulnérables et de délits financiers. Ils avaient été libérés sous caution en attendant leur procès, mais leur vie s'était déjà effondrée. Je les ai aperçus un après-midi alors que je conduisais en ville. Ils étaient assis sur des cartons devant un magasin fermé, portant des vêtements sales et se disputant pour une petite boîte de restes de nourriture. Ils avaient l'air plus vieux et affaiblis, rien à voir avec les personnes qui contrôlaient autrefois ma vie. Julien a reconnu ma voiture et a essayé de courir après moi. Il a hurlé mon nom et a imploré mon pardon. Je ne me suis pas arrêté. Je ne me suis pas retourné. La femme qui pleurait autrefois jusqu'à s'endormir n'existait plus. À sa place se trouvait quelqu'un qui connaissait enfin sa valeur. Parfois, la justice ne vient pas lentement. Parfois, elle s'abat d'un seul coup et change tout. 1 an plus tard, le juge a finalement rendu son verdict. Julien a été condamné à 12 ans de prison pour tentative de meurtre, abus de faiblesse et délits financiers. Sylvie a écopé de 10 ans pour son rôle dans l'empoisonnement et la négligence. Chloé, qui avait témoigné contre eux, a évité une longue peine mais a perdu tout ce qu'elle possédait. Je n'ai pas ressenti de joie en entendant le verdict. J'ai ressenti quelque chose de plus calme et de plus profond. Un apaisement. Madeleine Boucher vivait désormais paisiblement dans une magnifique demeure, entourée de personnes qui tenaient vraiment à elle. Sa santé s'était améliorée, non pas grâce aux médicaments, mais parce qu'elle était enfin en sécurité. J'avais pris la direction de sa fondation, qui venait en aide aux personnes âgées abandonnées et aux familles en difficulté. Je ne faisais plus que survivre. Je construisais quelque chose de significatif. La douleur du passé n'avait pas disparu, mais elle ne me contrôlait plus. Certaines blessures se transforment en sagesse. Certaines trahisons se transforment en force. Et certaines fins sont en réalité de nouveaux départs. Aujourd'hui, Madeleine et moi nous asseyons souvent ensemble dans le jardin, buvant du thé en regardant la lumière du soleil se déplacer sur les fleurs. Parfois, elle me raconte des histoires de sa jeunesse. Parfois, nous restons assises en silence, toutes deux nous sentant tout aussi apaisées. Un après-midi, elle m'a pris la main et m'a remercié d'être rentrée ce soir-là. Elle m'a dit que si je n'étais pas revenu à ce moment-là, son histoire se serait terminée très différemment. Je lui ai dit la vérité, qu'en l'aidant, je m'étais sauvé moi-même. Cela m'a prouvé que la gentillesse n'est pas une faiblesse. C'est un pouvoir, un véritable pouvoir. Pour tous ceux qui m'écoutent et qui se sentent piégés dans une famille toxique ou une relation douloureuse, souvenez-vous de ceci. Vous n'êtes pas impuissant. Vous n'êtes pas invisible, et vous méritez le respect. Si cette histoire vous a touché, s'il vous plaît, aimez et partagez-la pour que d'autres puissent l'entendre. Abonnez-vous à l'art de la vengeance pour plus d'histoires inspirées de faits réels sur la force, la justice et la guérison. Et dans les commentaires, dites-moi d'où vous me regardez et quelle heure il est.